Cette production lui rapporte 1,5 milliard d'euros par an. Les récoltes de canne permettent de produire près de 4,5 millions de tonnes de sucre brut. La production australienne est concentrée sur sa côte nord-est. La région abrite plus de 4000 exploitations sucrières. 24 moulins transforment la canne en sucre. Un seul mode de transport se révèle suffisamment efficace pour acheminer la canne à sucre au moulin avant qu'elle ne s'abîme. Une immense flotte de locomotives transporte tous les jours des millions de tonnes de sucre. Elle donne à cette opération toute son ampleur. La société Wilmar exploite le plus grand réseau ferré de transport de canne en Australie. Nous faisons tourner 8 moulins à sucre. Tous nos moulins sont connectés au réseau ferroviaire. Nous avons environ 1700 km de rails que nous entretenons, modernisons et exploitons nous-mêmes. Wilmar est le premier producteur de sucre brut en Australie, avec plus de la moitié de la production totale du pays. Dans une année normale, on transporte entre 15 et 17 millions de tonnes de canne à sucre sur une période de 6 mois. Une région se distingue particulièrement, le district d'Herbert. On le surnomme la passerelle vers la barrière de corail. Tout a commencé en 1881 avec la compagnie coloniale de raffinage de sucre. L'État du Queensland a alloué des terres en contrepartie d'investissements dans l'industrie sucrière. La canne à sucre était alors transportée par bateau sur la rivière Herbert, qui a donné son nom au district. Mais pour répondre à l'expansion des champs de canne vers l'intérieur du pays, la compagnie coloniale de raffinage de sucre a construit un réseau de voies étroites pour faciliter le transport depuis les champs jusqu'au moulin. Il faut reconnaître la clairvoyance de nos aïeux qui ont su mettre en place ce réseau ferroviaire il y a 100 ans. Ça représente beaucoup pour la communauté, pour le district et pour l'industrie. Et il fonctionne toujours aujourd'hui. Ce district se distingue d'abord par sa taille. Rien que ses champs couvrent 60 000 hectares, près de 6 fois la ville de Paris. Ce qui fait du district d'Herbert l'un des plus gros producteurs de sucre d'Australie. Sans le sucre, on n'aurait pas fait tout ça. C'est le fondement de la communauté et la base de l'industrie. En moyenne, les agriculteurs du district récoltent jusqu'à 4,5 millions de tonnes de canne par an. Toute cette canne est transformée dans les 2 usines du district, les moulins McNaid et Victoria. Victoria Mill est le plus grand moulin que nous exploitons. Sur une année normale, il va transformer environ 3,2 millions de tonnes de canne, pour donner à peu près 500 000 tonnes de sucre. C'est le rail qui assure le transport entre les champs et les moulins, puis entre ces usines et le port, 24 heures par jour et 7 jours par semaine. On fait les 3-8, on travaille en continu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et ce durant 22 semaines d'affilée. Sur cette période de l'année, il faut recevoir toute la canne récoltée qui sera transformée au moulin. Ce système particulier est tellement interconnecté qu'une seule panne pourrait provoquer un effet domino et engendrer un arrêt brutal de l'opération. Actuellement, le réseau est fait de plus de 550 km de voies. Il traverse une centaine de ponts, sans compter les voies d'accès et les routes. Le monde nous envie notre système d'exploitation ferroviaire pour la canne à sucre, car il nous permet de transporter beaucoup plus que par la route, qui reste le principal moyen utilisé ailleurs dans le monde.
Un train peut transporter en général jusqu'à 2000 tonnes de canne à sucre. Si tu dois transporter tout ça par la route, il te faut un 20 tonnes, voire même un 40 tonnes. Il suffit de calculer combien de véhicules seraient chaque jour nécessaires sur la route. Un seul train peut transporter autant que 50 camions. Le rail est le moyen de transport le plus rentable et le plus écologique. Mais avant que les trains n'entrent en action, il faut d'abord récolter. La moissonneuse de canne à sucre récolte 43 hectares en 5 mois. Ces quantités requièrent pas mal d'heures de travail. On travaille entre 12 et 14 heures par jour. Tout le monde est sur le pont pendant la saison car il faut tout récolter en à peine 6 mois, de juin à septembre. C'est pourquoi les producteurs font appel à des saisonniers. Quand la canne est coupée, elle est acheminée à divers points de ramassage situés à des embranchements de la voie. Pour les saisonniers, on compte généralement 3 conducteurs de remorques par moissonneuse de canne à sucre. La première remorque avance en même temps que la moissonneuse pour être remplie au fur et à mesure. Quand elle est pleine, elle se rend au point de dépôt pour déverser la canne récoltée dans les bennes prévues à cet effet. La deuxième remorque prend le relais aux côtés de la moissonneuse. Elle sera remplacée par la troisième quand elle sera pleine, et ainsi de suite. C'est un roulement à 3 remorques, sans arrêt, jusqu'à la fin de la journée. Dans de bonnes conditions, les gars peuvent remplir entre 30 et 35 bennes par heure. En un seul jour, plus de 33 000 tonnes de canne sont acheminées le long des voies. Quand la canne est coupée, l'équipe doit agir vite. Si la canne reste trop longtemps au soleil, l'opération pourrait rapidement tourner à l'aigre. Plus la canne attend sans être transformée, plus elle risque de se gâter. Des substances telles que le dextrane risqueraient de se former, ce qui altérerait la quantité de sucre disponible et pourrait compliquer le processus de transformation. Donc, dès que la canne est entreposée dans la benne, on a 22 heures pour l'acheminer au moulin sous peine de pénalité financière. C'est la raison pour laquelle tout doit tourner comme une horloge. L'acheminement de cette production de masse repose sur la fiabilité des trains. Avant d'entrer en action, les trains doivent être assemblés. On est en train de préparer les bennes. Les locomotives doivent passer par la zone de triage pour vérifier qu'elles aient la bonne quantité de wagons avant le départ. On va commencer par nos locomotives. Elles vont passer par la zone de triage. Elles se verront attribuer une feuille de route pour la journée. La feuille de route est définie par notre bureau de circulation. Elle indique la destination du jour, le nombre de bennes à tracter et combien doivent être déposées à chacun de ces arrêts. Tous ces trains partent des moulins. Ils ont pour mission de déposer des bennes vides à chaque ferme et revenir avec des bennes pleines. Je pars avec 82 bennes vides et je rentre avec 89 pleines. Ça paraît simple, mais le moindre contretemps peut avoir des conséquences sur toute l'opération et mettre en péril sa rentabilité. En tête du convoi, la locomotive peut tracter jusqu'à 100 bennes. Mais c'est à l'autre bout que l'on trouve une pièce maîtresse du train. C'est le fourgon-frein. En gros, pendant le transport de la canne, l'idée est de garder toutes les bennes alignées. S'il n'y a pas de fourgon-frein, alors que le train descend une pente, les bennes auront tendance à aller plus vite et à se presser vers l'arrière de la locomotive. On essaye donc de garder le convoi bien étiré pour mieux répartir la pression. Parce que si elle pousse trop fort, les bennes déraillent. On a un frein de service. C'est ce que je tiens et qui me sert à ralentir. Ce sont les
principaux freins du train. Cette petite molette-là actionne le fourgon frein. Donc lorsque je descends une pente et que je veux garder un bon écartement entre les wagons, pour que ça ne ballotte pas trop ou que rien ne se détache, il vaut mieux l'enclencher. Si je mets sur 1, ça va activer un système de freinage léger. Si je le mets à fond sur le 7, ça va être extrême. Ça va bloquer vraiment très vite et très fort. Le fourgon frein est absolument nécessaire à cause de la configuration des bennes du milieu. Ça, c'est le train. J'ai là les freins du train. Mais entre la locomotive et le fourgon frein, les bennes n'ont pas de frein. Aucun. Dans un train classique, les wagons disposent de freins que le mécanicien peut actionner. Avec le train de canne à sucre, c'est une toute autre histoire. C'est comme plein de caddies ensemble qu'il faut contrôler. J'ai le fourgon frein à l'arrière. Alors, quand je dois faire ralentir mon chargement, c'est ce que j'utilise. Le train est complet, je demande l'autorisation de partir. Lorsque le train est enfin assemblé, les conducteurs reçoivent l'autorisation de quitter la gare de triage pour rejoindre les champs. Enfin, si tout se passe bien. Déraillement en gare de triage. C'est malheureusement typique des petites bennes de 4 tonnes. Elles peuvent dérailler à cause de déchets laissés sur la voie ou à cause d'un roulement défectueux sur l'une des bennes. Il faut avoir en tête que ces bennes ont plus de 50 ans. Et malheureusement, quand il y en a une qui déraille, elle entraîne les autres. Celles de derrière ont tendance à sortir de la voie aussi. C'est pourquoi on voit ces bennes détachées dans la gare de triage, ce qui pose problème. Le train ne peut pas partir tant que les wagons ne sont pas remis en place. Il faut agir vite pour éviter que la canne ne s'abîme et que la récolte ne soit compromise. On ne peut pas laisser les moulins au chômage technique. Une fois qu'on a déposé la canne à l'embranchement, ce n'est plus notre problème. Si on ne livre pas dans les 22 heures, on devra compenser le producteur du montant qu'il aurait normalement reçu si nous avions livré la canne dans les temps. Mais avant de remettre les bennes sur la voie, Rick doit désatteler la locomotive. Je repars dans la gare de triage, là, et je reviendrai plus tard récupérer le fourgon. Je vais sortir les bennes vides et mettre le fourgon à l'arrière. Comme ça, j'aurai le contrôle du chargement quand je partirai. Pour remettre en route les convois, il faut faire appel aux équipes de remise en place. La grue, on l'utilise pour récupérer des bennes hors des voies comme maintenant. Le gros du travail de l'équipe consiste à remettre en ordre de marche une ligne après un déraillement. Cela revient alors à remettre en place les bennes sur la voie. Ils accrochent la benne à l'aide de 2 sangles, ils défont les attelages pour séparer les wagons, puis ils les soulèvent un par un pour les remettre sur la voie. Ça fait environ 700 déraillements chaque année et par saison. Ça varie en taille et en gravité. En général, il s'agit de 2 ou 3 wagons vides qui sont sortis des voies. Mais parfois, cela peut être beaucoup plus catastrophique quand il y a beaucoup de wagons pleins. Les bennes sont hors d'état. Alors, ça peut prendre des heures avant que les zones de déraillement soient nettoyées et que les voies soient réparées. Il reste encore un peu de travail à faire pour tout remettre en place. Mais au moins, on a réouvert la ligne. Maintenant, il faut juste s'asseoir un moment et regarder comment tout se déroule. Mon convoi est presque prêt et il me reste à obtenir l'autorisation du contrôleur de la gare de triage. Il doit me donner une voie à prendre pour partir. Je demande l'autorisation de partir. Vous êtes autorisé à quitter la gare. Autorisation reçue, c'est bon.
Alors maintenant, ça y est, on roule. Maintenant que tout est remis en place, il faut rattraper le temps perdu. Le train de Rick n'est pas le seul à répondre présent. Je quitte la gare. Je quitte la gare de triage pour rejoindre le hangar. Je crois qu'il y a 3 femmes conductrices dans tout le district et je suis l'une d'elles. C'est moi la plus jeune. Je pense que les femmes sont certainement plus douces avec les machines. Elles écoutent. Les hommes sont toujours pressés. Les femmes sont certainement meilleures. On a 27 locomotives de différentes tailles, des 40 tonnes, des 24 tonnes et des 18 tonnes. Et elles tractent 8000 bennes chaque jour. Chacune des 27 locomotives peut remorquer sur le réseau plus de 80 bennes remplies à ras-bord. Cela demande un énorme travail de coordination qui se fait entièrement au centre de contrôle du trafic ferroviaire. Chaque moulin dispose d'un poste de commande que l'on appelle centre de contrôle du trafic. Donc, il y a à tout moment de la journée 4 personnes qui font en sorte que les trains arrivent à l'heure, qu'ils circulent en toute sécurité et que la récolte se déroule conformément à ce qui était prévu. Tout est suivi par GPS. Cela me permet de voir où se trouvent les locomotives, les endroits où l'on récolte et ceux où l'on ne récolte pas, pour déterminer où envoyer les bennes et les locomotives. Les opérateurs de circulation doivent non seulement surveiller les voies, mais aussi les moulins. Chacune des étapes dicte à l'autre la suite des opérations. On utilise les courbes de performance des moulins pour estimer quand on disposera de suffisamment de bennes vides pour les locomotives. Grâce aux moyennes, on calcule les besoins en chargement pour la journée en fonction des taux moyens de broyage de canne. C'est comme ça qu'on gère le trafic des bennes. Les conducteurs de train doivent faire attention à la signalisation gérée par le centre de contrôle. Mais cela ne suffit pas à garantir une sécurité totale. En écoutant la radio, on peut connaître la position de tout le monde. L'erreur est humaine et les opérateurs de circulation n'en sont pas à l'abri. Si tu écoutes, tu sais que tu es en sécurité. Léa, c'est bon pour toi? Bruce, je viens de quitter le fond de la gare de triage et je vais revenir au hangar. Connaître la position des autres trains en circulation est important pour la sécurité. Mais il faut également faire très attention au passage à niveau. Ça peut être un peu stressant de conduire à travers la ville. Les voitures peuvent être un problème. C'est dur parce que tu ne sais pas toujours ce qu'elles vont faire. Si elles vont traverser, ou s'arrêter, ou autre chose. Ça peut être dramatique. Il peut y avoir des blessés. On compte environ 800 passages à niveau. Pour nous, le risque de collision avec un tiers est élevé. Quand il y a des gens qui ignorent les feux clignotants ou qui essayent de se faufiler avant le train, s'impose un vrai problème de sécurité. Et si un de nos trains arrive, ou ça peut même être un train normal qui traverse la ville, l'automobiliste ne va pas attendre. Il se dit « je ne vois rien ». Et au moment où il le voit, c'est trop tard. Comme les trains roulent à vitesse réduite, les automobilistes s'imaginent qu'ils peuvent traverser les voies sans risque. Notre vitesse maximale est comprise entre 30 et 40 km/h. On ne va pas au-delà de ces vitesses comme on pourrait le faire sur les voies principales, où les trains peuvent dépasser 100 km/h. Là, on va à 28 km/h. Une vitesse normale pour la plupart des conducteurs qui passent par cette voie.
On ne peut pas aller trop vite, les lignes sont conçues pour nos vitesses à nous. Les lignes du train de canne à sucre sont faites de voies étroites qui datent de plus de 150 ans. Il faut remonter au 19e siècle, à l'époque où cette industrie a commencé. On a mis en place un système de voies étroites parce que ça revenait moins cher. Et c'est ce que l'on continue à utiliser au 21e siècle. Là, ce sont les rails pour la canne à sucre. L'écartement fait 2 pieds, soit 610 mm. On peut le comparer avec le rail du Queensland et son écartement de 1067 mm. Les deux lignes ont donc une grande différence de largeur. Il y a encore quelques vieilles voies ici dont il faut s'occuper. Ce chemin de fer n'a pas été construit pour son confort, mais il a permis de considérablement améliorer les conditions d'acheminement de la canne à sucre. Avant l'avènement du train, la canne était coupée à la main et entreposée à proximité. On posait alors des rails temporaires pour y faire rouler des wagons qui étaient tirés par un cheval ou remorqués par un tracteur jusqu'à la voie principale de chemin de fer. Cela rajoutait des heures de travail à des journées déjà très longues. Une grande partie du réseau est ancien. Mais petit à petit, ils réparent et rénovent dans la mesure de leurs moyens. L'entretien des voies n'est pas une chose aisée. On a en ce moment au sein du réseau une voie vieillissante. Mais la rénover se révèle un véritable défi. L'activité s'est développée au fil des années. Il y a eu plusieurs périodes d'expansion. On a alors mis en place plus de rails. La dernière croissance significative a eu lieu dans les années 1990. Conserver ces voies en bon état est un travail à temps plein qui peut uniquement se faire hors saison. Donc le rail est exploité 5 à 6 mois dans l'année. Les autres 6 à 7 mois sont consacrés à la maintenance. Il ne s'agit pas seulement du réseau, mais également des attelages, des bennes et des locomotives. On a toute l'expertise en interne qui nous permet de prendre en charge depuis la réparation mineure jusqu'aux révisions complètes. Avec l'assurance que les voies sont bien entretenues, les équipes peuvent se concentrer sur leur mission première, la collecte et la livraison. 3 heures après le départ, la locomotive arrive au champ de culture. Il est alors temps de passer à l'action et de commencer à déposer les bennes vides. Cette opération requiert en temps normal 2 personnes. Mais grâce à la technologie, un homme seul peut aujourd'hui y arriver. Pour qu'une seule personne suffise à faire ce travail, il faut qu'elle dispose d'un système de contrôle radio qui permette à la locomotive d'avancer ou de reculer sans personne dans la cabine. Ça, c'est l'unité de commande à distance. C'est une technologie qui a été utilisée en Europe et aussi aux États-Unis. Maintenant que les bennes vides ont été déposées, l'étape suivante consiste à assembler un nouveau train avec les wagons remplis de cannes fraîchement récoltées. Alors maintenant, je vais arrêter ça. Ça, je l'éteins. Maintenant, j'ai le contrôle du train. J'ai le contrôle sur tout. Il faut d'abord détacher et séparer la locomotive et le fourgon-frein du convoi de bennes vides. Et ensuite, on attelle le fourgon-frein en queue du nouveau convoi de bennes remplies. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils apporteront le fourgon-frein, qu'ils repositionneront à l'arrière de ces grandes bennes à canne à sucre. Il servira à freiner dans la pente, alors que les wagons feront pression sur la locomotive. C'est très important qu'on n'aille pas trop vite. On doit garder le contrôle, notamment en termes de vitesse. Autour de la locomotive de prendre position.
Le conducteur va prendre place. Il va se mettre devant ses bennes. Et puis il va lentement commencer à reculer pour récupérer les bennes pour le retour. Ce train de 800 mètres de long retourne au moulin avec un chargement énorme. 89 wagons pleins à craquer, soit à peu près 400 tonnes de canne à sucre. Plus le train est long, plus il est difficile à gérer. On s'épuise à force d'enclencher les vitesses et de rétrograder, à faire attention à ce qui se passe à l'autre bout du convoi. Il faut tout bien contrôler. Au même moment, des dizaines d'immenses trains de canne à sucre récupèrent des bennes sur tous les endroits de dépôt. Avec des convois aussi chargés, certains passages se transforment en véritables pièges. Notamment le tristement célèbre long pont de poche, le Long Pocket Bridge. On est obligé de franchir ce pont à une vitesse minimum de 30 km/h. C'est cette vitesse de 30 km/h qui te donne l'élan nécessaire pour, après le pont, gravir la côte qui mène au prochain dépôt. Quand on arrive avec les bennes bien pleines, on doit vraiment accélérer pour arriver de l'autre côté. Rouler à une telle vitesse pose un problème. Le train peut facilement quitter les voies. Sur ce pont-là, il n'y a pas d'issue de secours pour éviter l'eau. Si tu franchis un de ces ponts alors que les bennes te poussent de l'autre côté, tu finis dans la rivière, avec toutes les bennes qui te tombent dessus. J'ai plusieurs conducteurs qui ne veulent pas passer par ici, juste parce qu'ils ont la phobie de traverser ce pont. On a déjà vu des locomotives tomber dans la rivière avec des bennes pleines, ce qui peut être une catastrophe. Sans compter que d'autres dangers guettent au fond de la rivière. Bien sûr qu'il y a des crocodiles par ici. J'en ai vu un ou deux, on peut voir leurs yeux briller. Il y a plein d'animaux sauvages. Rien qu'avec les crocodiles et les serpents, on a de quoi s'amuser. C'est toujours un soulagement d'arriver de l'autre côté. Après le Long Pocket Bridge, c'est tout droit jusqu'au moulin. On doit traverser Ingham, la ville sucrière par excellence au cœur du district d'Herbert. Toute la ville tourne autour de la canne à sucre. C'est l'activité principale de la ville. Bien sûr, elle dépend du sucre, parce qu'il n'y a rien d'autre. Sans le moulin, sans les cultivateurs de canne à sucre, sans les revenus que cela génère, je pense que cette ville se transformerait en ville fantôme. Le sucre est une grande industrie. Le moulin se trouve juste après Ingham et c'est le terminus pour la canne à sucre fraîchement récoltée. La locomotive arrive et parque les bennes pleines de canne dans la gare de triage. Les bennes de canne à sucre acheminées par les locomotives sont parquées dans la gare de triage. D'autres locomotives les récupèrent pour acheminer au plus vite la canne au moulin. Quand les wagons sont garés sur toute la voie, on peut enfin détacher la locomotive. Mais la mission est loin d'être terminée, il faut préparer la prochaine livrée. À la fin de notre service, on doit réviser notre locomotive, tout vérifier, faire les niveaux d'huile et le sable, faire le plein et s'assurer qu'elle est fin prête pour la personne suivante. Tu veux que je descende, Frankie, ou je le sors en reculant? Non, je te laisse faire, c'est tout à toi. T'es une star de cinéma ce soir. Je suis une star de cinéma.
On peut se demander à quoi ça sert ce sable. Comme on a des roues en acier qui roulent sur des rails en acier, on utilise le sable pour avoir une meilleure adhérence et enclencher le mouvement de la roue. Le sable passe là pour ressortir par là. Donc même si les voies sont mouillées ou s'il y a de la rosée, il y aura quand même de l'adhérence. Par exemple, si on doit freiner très rapidement. Une fois que les réservoirs de sable sont pleins, il faut vérifier l'huile. Ça, c'est les niveaux. Il y a une boîte là-bas avec 4 niveaux à vérifier. Il faut les sortir et si le niveau d'huile est bas, il faut en remettre un peu. Et si ça va, c'est bon, on peut partir. Ça y est, la longue journée est terminée. Ça fait du bien. C'est l'heure de rentrer pour cette équipe. Et une autre est sur le point de prendre le relais. Ici, c'est l'interface où le rail fait la jonction avec le moulin à sucre. On a la benne basculante avec la canne à sucre. C'est une benne de pesage. On pèse la canne et on la déverse sur le tapis dessous. Et ça part dans l'usine. Ça détermine la somme à reverser au producteur. Le moulin Victoria dispose de 2 ponts à bascule. Chaque jour, 24 000 tonnes de canne y transitent. Une fois transformé, cela représente 3 000 tonnes de sucre brut. Une fois que la canne a été déversée, les bennes vides sont dirigées vers le triage. C'est une zone de triage automatique où les bennes sont rattachées. Et c'est poussé jusqu'aux voies grâce à ces locomotives. Pour nous qui travaillons pour le réseau ferré des cannes à sucre, un moulin est un faiseur de bennes vides. Plus il vide de bennes, plus vite nos locomotives pourront les acheminer au champ, où les producteurs les rempliront. Puis, elles reviendront au moulin, qui engloutira la canne transportée. Les moulins sont le cœur du réseau. Ils pompent la canne et on éjecte le sucre. La moindre panne, et c'est la catastrophe. Une panne au moulin peut se révéler extrêmement coûteuse pour l'activité. Chaque panne prolonge la saison, et plus elle dure, plus on s'expose aux intempéries. La pluie, les premières tempêtes pourraient éventuellement arriver, alors qu'il reste de la canne à récupérer. Ces retards peuvent donc avoir de lourdes conséquences sur les revenus des producteurs et donc des exploitants. Mais cette année, les opérations se sont déroulées sans problème majeur au moulin de broyage, qui accueille la première étape de la transformation de la canne en or blanc. Ceci, c'est ce qu'on appelle l'extraction. C'est une série de 5 moulins qui séparent le jus et la fibre. Chaque moulin est composé de 6 rouleaux qui pressent la canne pour en extraire le jus. On peut voir qu'il y a assez de texture sur le rouleau. Ça aide à saisir la canne et la presser. On voit au-dessus du rouleau les premiers restes de la canne à sucre pressée. Quand le jus est extrait, il reste la bagasse, les restes de canne écrasés. La bagasse est utilisée pour alimenter les chaudières qui chauffent le jus de sucre. Elle génère de l'électricité, non seulement pour faire fonctionner les moulins, mais aussi pour la ville de Ingham. Cette production d'électricité se fait grâce à toute la vapeur que génère l'usine. L'industrie sucrière est la première productrice d'énergie renouvelable en Australie. L'étape suivante dans la production de sucre est appelée la clarification. Elle consiste à séparer les bouts du sucre. Cela se fait grâce au processus de flocculation.
Un flocculant est un électrolyte chimique qu'on ajoute et qui agglomère les particules de boue. On peut ainsi mieux les séparer dans les filtres à boue, pendant que le jus clair va dans les évaporateurs. La canne est composée à 15% de fibres, 15% de sucre et à 70% d'eau. Cette eau doit être évaporée pour obtenir des cristaux de sucre. Cela va aux évaporateurs, ces récipients derrière moi. On y chauffe le jus clair et l'eau s'élimine sous forme de vapeur. Un sirop ainsi obtenu est envoyé à la cuve pour le processus de cristallisation. Ce processus renforce la concentration de cristaux dans le sirop. Le liquide est turbiné dans une centrifugeuse afin de séparer les cristaux de sucre et le sirop épuisé qui devient de la mélasse. Les cristaux de sucre sont séchés dans des granulateurs à tambour pour donner le sucre brut. Quand le sucre est séché, on le fait transiter vers les trémies de stockage, à travers ce gigantesque tube qui passe au-dessus de la route, vers le bâtiment qui abrite le trémies. Ce grand bâtiment-là, c'est ce qu'on appelle un hopper. C'est juste un grand récipient. On stocke le sucre brut ici. On achemine au terminal 3 ou 4 trains par jour. Il faut environ 1 heure entre ici et le terminal où il est déchargé. Tous les jours, sans arrêt. Maintenant que le sucre brut est dans les trémies, il faut de nouveau avoir recours au train. C'est le moment de charger. Cette phase est orchestrée par un seul homme. Il faut non seulement conduire les locomotives, mais aussi remplir les wagons. Ces caissons en aluminium contiennent 8 tonnes de sucre. Le conducteur commande à distance le convoi pour aligner et remplir les wagons sous les ouvertures des trémies. Le système est entièrement automatisé, même si parfois une aide manuelle est requise. Ceci est un trou d'ornirage. Si le sucre se colle, s'il ne sort pas, il faut le sécher. Et si cela ne fonctionne pas, on a recours au plan B. On fait appel au vibreur. Ça va secouer, ça va vibrer contre la trémie, de telle sorte que cela décolle le sucre des parois intérieures. Les trémies ne peuvent remplir que 5 wagons à la fois. C'est donc une immense chaîne qui défile jusqu'à ce que les 100 caissons soient tous remplis. Ce train, à lui seul, contient 800 tonnes de sucre. On se dirige vers Lucinda maintenant. On a rempli les wagons et c'est parti. C'est au port de Lucinda que le sucre est chargé sur des navires pour être envoyé dans le monde entier. PC, c'est Ross, prêt à partir à Lucinda. La voie principale est sécurisée, tu peux y aller. C'est parti là. Ce trajet prend environ 1h15. Ça fait 18 km de long, je dirais. Mais on roule plutôt lentement, à 20 km/h. On quitte le réseau du sucre maintenant pour rejoindre la voie principale. PC, je suis sur la ligne principale. Radio OK, bien reçu, c'est bon, November 20. November 20. Les
voies qui vont au port de Lucinda traversent des petites villes qui ont toutes été construites autour des chemins de fer. Quand le système de chemin de fer a été mis en place, pour un grand nombre d'agglomérations, y compris ici à Ingham, le chemin de fer était le seul moyen de transporter non seulement la canne, mais aussi les gens. Le réseau ferroviaire a également été utilisé pour les livraisons de fruits et légumes et pour le courrier. Maintenant, on va traverser la ville. Ça peut être pris comme une nuisance. Il y a des gens qui se garent trop près de la voie. On reçoit aussi des plaintes lorsqu'on klaxonne dans Lucinda. La nuit, quand on klaxonne au passage à niveau, des gens pensent que ça fait trop de bruit. La balade touche à sa fin. Le train du sucre s'approche du port. Lucinda est située sur la côte est du Queensland. Le port a été construit en 1886 pour l'exportation du sucre brut. Il reste aujourd'hui un port d'une importance économique majeure pour l'Australie. Le terminal est la dernière étape du voyage. Le sucre y sera pesé et déversé dans des trémies. On détache d'abord la locomotive des wagons à sucre. Elle peut retourner à la gare de triage. C'est ici qu'on décharge tous les wagons de sucre. Ce dispositif s'enclenche derrière les wagons et les entraîne vers le pont à bascule. Puis il se remet en position basse pour retourner chercher un nouveau lot de wagons pleins. Tout ça fonctionne grâce à un système hydraulique. Une fois que les wagons arrivent sur le pont ici, la pesée se fait ici, et puis ces abattants se referment sous les caissons. Ces crochets saisissent l'autre côté pour l'incliner, la porte latérale s'ouvre et le sucre se déverse dans les trémies. Il s'écoule jusqu'au tapis roulant. Une fois que le sucre arrive à un certain niveau, les caissons se repositionnent sur les roues et un bras remet la porte en place. L'alarme se déclenche et les 4 wagons vont automatiquement sortir pour être remplacés par 4 bennes pleines. Les wagons vides sortent par cette voie. Tout est automatisé et contrôlé par l'ordinateur qui se trouve dans les bureaux. Les wagons vides seront parqués dans la gare de triage du terminal. Ces wagons vides vont rejoindre les 56 autres qui se trouvent déjà là-bas. Quand la prochaine locomotive viendra, elle pourra prendre l'ensemble pour aller les remplir de sucre. Ce va-et-vient se répète pendant toute la saison du sucre, 6 mois par an. Quant au sucre, il quitte les trémies pour être acheminé par tapis roulant jusqu'à 3 gigantesques entrepôts. Derrière nous, on a 20 000 tonnes de sucre et on a la capacité de stocker 80 000 tonnes. Le moulin sort chaque jour 5 000 tonnes de sucre qui sont stockées ici jusqu'à ce que les navires les récupèrent. On remplit probablement de 15 à 17 navires par an. C'est l'un des rares ports capables d'accueillir les navires de très grande taille, capables de charger 50 000 tonnes, voire même 70 000 tonnes de sucre. Tout cela a été rendu possible grâce à cette immense jetée construite dans les années 1970. La jetée fait 5 km 76 de long, ce qui en fait probablement le plus grand système de convoyage sur l'eau de l'hémisphère sud. En étant aussi loin du rivage, cela nous permet d'accueillir les plus gros cargos pour les charger. Et ça nous évite tous les problèmes de dragage et autres.
Le sucre australien est alors prêt à être consommé dans le monde entier. La plupart du sucre en Australie part pour le marché asiatique, principalement en Indonésie, en Corée et en Malaisie. C'est ici le terminus. Les trains ont parcouru les champs de canne du district d'Herbert. Ils ont franchi de dangereux passages, traversé des petites villes jusqu'aux moulins Victoria et McCain pour enfin rejoindre le port de Lucinda. Cela fait plus d'un siècle que l'industrie sucrière se développe grâce à cet impressionnant réseau ferré. C'est formidable. C'est impressionnant de voir tous ces trains dans le district. C'est un formidable réseau. J'adore. On est toujours en mouvement, on voit plein de choses, les serpents et tous les animaux, les dingos la nuit. Et on ne travaille que 6 mois dans l'année. Je ne pense pas que je pourrais travailler à cette cadence toute l'année. Ce serait trop épuisant. À votre prochaine tasse de café, rajoutez une cuillère de sucre pour soutenir le district d'Herbert. Quand on voit son efficacité et son coût relativement faible, ce système ne risque pas de disparaître de sitôt. Au siècle prochain, on utilisera toujours des locomotives. L'Australie est une île-continent immense. Faire transiter des marchandises d'un bout à l'autre du pays est un gigantesque défi. Ce sont de grands espaces là-bas. L'approvisionnement d'une ville dépend du rail. Perth est isolé de tout. Sinon, on verrait des pénuries de nourriture dans les rayonnages. Le transcontinental transporte toutes sortes de marchandises. 2, 1, on attelle. Il parcourt plus de 3600 km, franchit un impitoyable désert. Son parcours est semé d'embûches. La roue se détache du train. On court le risque d'une collision frontale. Les locomotives ne se reposent pas beaucoup. Il faut que ce train arrive à l'heure. Le transcontinental est attendu à Perth. Des convois immenses, puissants, modernes. Les mégatrains transportent ce qu'aucun autre moyen de transport ne peut gérer. Ils franchissent l'aride désert australien, ils longent la côte sauvage de l'Alaska, traversent les campagnes de France, le sud profond des États-Unis et les vertes prairies de Nouvelle-Zélande. Les locomotives des mégatrains tractent leur cargaison sur des kilomètres grâce au travail continu et minutieux des équipes qui s'impliquent à 100%. Quand un chargement est réputé impossible à déplacer, quand une destination semble inaccessible et quand il faut un travail de précision, c'est au mégatrain de jouer. L'Australie, ses plages et son arrière-pays aride, l'Outback. L'Australie héberge les animaux les plus étonnants. Ici, les distances sont énormes et acheminer des marchandises d'un bout à l'autre du pays n'est pas une tâche aisée. C'est sur les épaules des équipes du rail australien que repose l'approvisionnement des 4 coins du pays. Une ville dépend plus que toute autre du transport ferroviaire. Située sur la pointe ouest de l'Australie, Perth est l'un des endroits les plus reculés du monde. La métropole la plus proche, Adélaïde, se trouve à plus de 2000 km. Les 2 millions d'habitants de Perth comptent sur l'acheminement régulier de marchandises qui arrivent par le rail grâce au Trans-Australian Railway. Si on n'arrivait pas à destination, on verrait des pénuries de nourriture dans les rayonnages. Ce train est absolument vital pour les habitants de Perth. On transporte les produits de première nécessité. Il apporte notamment la nourriture.
Le train fait 1,8 km de long et pèse entre 5500 et 6000 tonnes. Le transcontinental parcourt plus de 3600 km entre Melbourne et Perth. Les postes de maintenance du train se trouvent aux deux extrémités de la ligne et doivent faire en sorte que tout roule sans défaillance, car il faut toujours pouvoir acheminer les marchandises en temps et en heure. Je voudrais bien dormir, mon équipe aussi, donc il faut que ce train arrive à l'heure. Cette mission colossale, c'est le quotidien des travailleurs de la SCT Logistics. Nous sommes à Altoona, le siège de la SCT Logistics. On est dans la banlieue ouest de Melbourne. Et derrière moi, c'est le terminal de la société. La société SCT ne produit ni ne vend des marchandises. Elle n'a qu'une mission, et non des moindres, transporter sans relâche des milliers de tonnes de cargaison. 4 fois par semaine, le train de marchandises MP effectue le trajet de Melbourne à Perth. Il transporte de tout. L'entrepôt fait 8000 mètres carrés. Là, il est midi passé. C'est un gros moment de rush pour nous. On doit décharger tous les camions. Et là, c'est un peu particulier, parce qu'on décharge 5 semi-remorques à la fois. Ensuite, on prépare le fret, qui est juste ici à ma droite. Les camions sont en train d'être déchargés, et l'étape finale, c'est de tout transférer dans les wagons. Ces wagons seront sortis pour être attelés les uns aux autres plus tard dans la soirée. On transporte des conteneurs de Vatil. C'est de la peinture. Les autres trucs, c'est des balais, des serpillères. On transporte de tout, même des marchandises dangereuses, ou encore des commandes pour les grandes surfaces, des outils de bricolage. Ce genre de choses, en fait. Il n'y a pas qu'un seul type de produit, ce serait trop facile. De jour comme de nuit, des fournisseurs apportent des centaines de marchandises différentes qu'il faut livrer à l'autre bout du pays. Mais le transport n'est qu'une partie de la mission. Avant ça, il faut conditionner et charger. C'est du travail, beaucoup de travail. Les préposés au chargement reçoivent une liste des marchandises à mettre dans le wagon. Tout est classé selon le poids et la taille des cargaisons. Ça, c'est quelque chose qu'on place en général dessous dans le wagon, parce que c'est un produit lourd, c'est de la bière. On a aussi des cartons de pop-corn. Comme c'est assez léger, ça ira au-dessus. Les caisses de bière sont disposées en premier dans les wagons et forment une couche de base. Ça n'inquiétera pas grand monde si les pop-corn ou les serviettes en papier prennent un coup de chaud en traversant le désert. Mais certains produits transportés par le train doivent être conservés à une température bien précise. C'est là que l'entrepôt et les wagons réfrigérés entrent en jeu. Nous nous trouvons dans notre salle MI. On entrepose dans cette pièce des chocolats, des œufs frais, des biscuits, tout ce qu'on mettrait dans un placard et qui est susceptible de fondre ou de s'abîmer à des températures élevées sera placé dans ce terminal-là. Notre deuxième salle est la chambre froide, appelée aussi la salle Pasteur. On y met ce qui à la maison va au frigo. Et le froid des froids, c'est la chambre de surgélation qui est à moins 25 degrés. Ce qui est conservé ici, c'est les produits surgelés. Des frites surgelées, des légumes surgelés, des glaces, des betteraves surgelées. À moins 25 degrés, on risque des gelures si on ne porte pas des vêtements adaptés. Ceux qui s'occupent de charger le congélateur doivent faire vite s'ils ne veulent pas se transformer en glaçons. Ces gars portent un équipement complet adapté au grand froid. Des gants, des vestes anti-gelure, des bonnets, des masques et des chaussettes thermiques. Tout pour rester au chaud. Pendant que des membres de l'équipe chargent des wagons réfrigérés, dehors, on attelle les wagons chargés au prochain train MP en partance. Le long de la voie, Chris guide le conducteur de train et raccroche les conduits d'air entre les voitures.
vient juste de commencer notre travail de triage. On prend les wagons pour les atteler au reste du convoi, puis on retournera chercher les wagons réfrigérés. Les conduits d'air servent à alimenter les freins du train. Chaque wagon réfrigéré fonctionne grâce à un moteur individuel alimenté au gasoil. Il garde tout au frais, comme une gigantesque glacière de 60 tonnes montée sur roue. Bruce est à la manœuvre de la vieille locomotive S-City qui sert au triage des wagons. C'est un classe 2. Cette locomotive a été fabriquée en 1968 pour la compagnie ferroviaire Victorian Railways. Aujourd'hui, elle appartient à la S-City. Ce n'est pas une première jeunesse, mais elle est toujours aussi performante pour remorquer des chargements lourds. Elle fait environ 900 chevaux. La S-City travaille beaucoup avec de l'équipement ancien. La société a joué un rôle majeur dans la privatisation de l'industrie ferroviaire australienne à la fin du XXe siècle. En 1995, on a décidé d'avoir nos propres trains. C'est l'époque où les lignes de chemin de fer ont été libéralisées. Le gouvernement gérait les chemins de fer et on a proposé l'utilisation de trains de marchandises entre Melbourne et Perth. À cette époque, le réseau ferroviaire voulait changer de modèle. Alors on a commencé à regarder comment on pouvait fonctionner avec nos propres trains. On a donc fait l'acquisition du matériel roulant que nous avons encore aujourd'hui. Tu peux commencer à pousser les wagons. Ok. Recycler du vieux matériel s'est révélé être une bonne affaire pour la société. Aujourd'hui, les trains combinent des conteneurs intermodaux dernier cri, des wagons réfrigérés et des wagons de marchandises standards. Chaque semaine, 4 immenses trains MP empruntent les voies pour un trajet de 3600 km à travers le pays en direction de Perth. Ce soir, le train est censé quitter Melbourne à 19h30. Si l'équipe de triage parvient à assembler tous les wagons à temps. La locomotive classe S-City a été fabriquée à Newcastle en Australie. Son réservoir peut contenir 10 000 litres de carburant. Et le moteur fait 4000 chevaux. On va partir de Melbourne avec 3 locomotives et on en retirera une quand le train arrivera à Adélaïde. On n'en utilise souvent que 2 pour traverser le Null Arbor. Entre ici et Adélaïde, il y a pas mal de côtes où les locomotives souffrent et n'arrivent pas à maintenir la vitesse à cause du poids tracté. Avec seulement 2 locomotives, ce n'est pas possible. C'est pourquoi on en rajoute une 3e pour franchir ces dénivelés. On approche. 4, 3, 2, 1, on attelle. C'est bon, toutes les locomotives sont assemblées. Tous les freins sont serrés, donc maintenant on va les sortir pour les accrocher au train. Mètres. Feu rouge. Des techniciens vont tester les freins de chaque wagon. Ils vont regarder s'il y a des problèmes et vérifier que chaque frein fonctionne indépendamment des autres. Ensuite, si tout roule, on va les diriger vers le lieu de départ. Les 3 locomotives rejoignent le bout des voies appartenant à la S-City. Au-delà des feux de signalisation commence le réseau ferroviaire australien. La longue traversée du pays est sur le point de commencer. Le train fait déjà 1 km de long
Mais Chris et les agents de manœuvre ont encore quelques wagons à ajouter. Feu rouge. L'équipe termine à peine 15 minutes avant le départ. L'énorme train est fin prêt à affronter l'outback australien. Au départ de Melbourne, le train mesure environ 1,5 km de long et charge dans les 4500 tonnes. Maintenant, il est temps pour les mécaniciens de prendre les choses en main. Ronnie et Paul sont les premiers à prendre place dans le train. Ils seront aux commandes jusqu'à Adélaïde. Mais pour partir, il leur faut d'abord pointer les registres d'inspection avec le mécanicien Luc. À plus tard. Merci Luc. Ici, 6 MP9, on est prêt à partir. Avez-vous besoin de plus d'informations? Affirmatif, quand vous êtes prêt. On a 57 wagons, 4455 tonnes pour 1529 mètres de long. Le train est bien chargé et enfin prêt à partir. Ils n'attendent plus que le feu vert du contrôleur de l'Australian Rail Track, l'organisation fédérale qui gère le réseau ferroviaire. Ce centre de contrôle du réseau ferroviaire couvre environ 3000 km. Il vérifie la localisation des trains pour prévenir toute collision et qu'ils respectent aussi leurs horaires d'arrivée. En moyenne, entre 20 et 30 trains circulent constamment sur ces voies. Donc ces écrans affichent la disposition des voies, la localisation des trains en temps réel et les informations sur la signalisation et la circulation. Pas de souci, 6 MP9 terminé. Le centre de contrôle donne le feu vert pour que le train rejoigne le réseau. Les conducteurs se lancent enfin à l'assaut des rails. Feu vert les gars, prêt à partir. Les mécaniciens et les manœuvres s'écartent. Je démarre dans une seconde. Il y a du mou dans l'attelage entre les wagons. Quand l'avant du train commence à avancer, on peut faire 10 ou 12 manœuvres sans que les wagons de l'arrière du train ne bougent. Ça donne des à-coups très forts. C'est pourquoi on doit démarrer en douceur. Alors que l'immense convoi se met en marche, tout le monde est à son poste, notamment ceux qui inspectent au bord des voies. C'est leur dernière chance de déceler un problème avant que le 6 MP9 ne quitte la gare de triage. Ils se positionnent de chaque côté du train et nous suivent tout du long pendant que nous commençons à rouler. Ils vérifient tout ce qu'il est possible de voir à l'œil nu alors qu'on les dépasse. Et si tout va bien, ils nous donnent le feu vert. Les 1,5 km de train mettent plus de 8 minutes à dépasser les techniciens de contrôle qui sont sur le bord de la voie. Technicien de contrôle appelant le 6 MP9. 6 MP9, je vous écoute. Votre train roule bien. Vous êtes sur la voie principale. Bon voyage. Ok, merci Luc. À bientôt. Alors que le train commence son voyage de 56 heures en direction de Perth, Ronnie et Paul accélèrent progressivement jusqu'à atteindre la vitesse de croisière. On va atteindre les 110 km/h dans 5 ou 6 km. Ça prend du temps d'atteindre cette vitesse. Les conducteurs de train ont un long relais devant eux. Ils doivent garder un œil sur les commandes toute la nuit. Mais à l'inverse, le train aussi garde un œil sur eux. Ça, c'est une commande de sécurité qui permet de s'assurer que je ne m'endors pas. Si je n'actionne pas l'accélérateur, si je ne klaxonne pas, ou si je ne touche à rien pendant 90 secondes, ça va commencer à clignoter à mes pieds. Si je ne réagis pas, il y a un signal sonore. Si je ne réagis toujours pas, alors là, le train fera crisser ses freins jusqu'à l'arrêt.
Et il nous faudra 5 bonnes minutes pour le remettre en marche. Ça peut sembler fastidieux de devoir presser un bouton toutes les 90 secondes. Mais c'est quand même mieux que de s'endormir aux commandes d'un train de 4000 tonnes. Le train quitte Melbourne, il passe sous les ponts, puis contourne une immense raffinerie de pétrole avant de gravir quelques côtes. Le train a plus de puissance qu'il n'en faut pour monter ses pentes raides. Il faut se tenir prêt. Un peu plus loin, on va tomber sur 2 gros trous. Là, juste en haut de la côte. Ça va secouer. On vient de passer le premier. Et là, l'autre. Ah, et encore un. Les attaches entre les wagons se soulèvent comme ça. Et si ça saute trop, les wagons risquent de se détacher. C'est incroyable que les rails ne cèdent pas vu la pression à laquelle ils sont soumis avec tout ce poids. Mais les grands rails bien lourds sont fréquemment révisés. Et réparés aussi. Cette portion chaoteuse n'inquiète pas l'équipage, même si ces trous pourraient effectivement décrocher les trains. Lorsque ces trous sont dangereux, c'est aux équipes de maintenance de la Trans-Australian Railway de réparer et d'empêcher le rail de voler en éclats. Là, on est dans les collines d'Adélaïde. Notre mission consiste à niveler les trous. On rebouche les collines d'Adélaïde. Des patrouilles tournent toutes les 96 heures dans certaines zones. Et dans d'autres, comme dans le Nullarbor, c'est tous les 7 jours. Donc quand c'est plat, c'est une fois par semaine. Et ce n'est que dans les collines d'Adélaïde que c'est tous les 4 jours. C'est la seule zone qui demande autant d'entretien. Les trous se forment quand il y a des problèmes d'écoulement des eaux. En fait, les fossés sur les côtés se sont bouchés parce qu'il a beaucoup plu cet hiver. Du coup, l'eau ne pouvait plus s'écouler dans les rigoles ici. Si tu ajoutes à ça la pression des trains sur le sol, la boue remonte à la surface. Je veux nettoyer tout ça au plus vite. C'est vraiment boueux par ici. Il y en a tout le long. Dès qu'une zone à risque est identifiée, des engins de chantier spécialement adaptés débarquent sur les voies pour démonter les rails, section par section. Alors on a enlevé les traverses, comme vous pouvez le voir. Et c'est plein de ballast. Donc la procédure consiste à enlever le ballast jusqu'aux fondations. Ensuite, on peut réinstaller les traverses et remettre du nouveau ballast et le répandre. Le ballast est le terme utilisé pour les graviers qui forment le lit sur lequel repose une voie de chemin de fer. Une fois le vieux ballast retiré, l'équipe rattache les traverses au rail à l'aide de cales à revêtement spécial et d'agrafes en acier. On est en train d'agrafer les traverses pour réinstaller la voie. Ensuite, c'est l'heure de remplacer le ballast. L'équipe fait appel à la boureuse hydraulique de ballast.
Cet engin fait vibrer les pierres, il les tasse et soulève légèrement la voie quand c'est nécessaire. Randall examine les rails pour vérifier leur niveau. Il relaie les informations par radio à la personne aux manettes. Randall est un rouage essentiel. Randall inspecte toutes les voies de la région métropolitaine d'Adélaïde, depuis ce qu'on appelle la Baxter's Road, le long de Dry Creek, jusqu'aux collines d'Adélaïde. Mais un train est attendu dans moins d'1 heure. L'équipe se dépêche. Elle s'attaquera ensuite à une nouvelle section de voie. Son travail ne s'arrête jamais. C'est pareil pour l'entretien des roues et ce sont les équipes de Melbourne qui s'y collent. Alors que le 6MP9 est sur la route, Luc et son équipe sont dans les starting blocks. Ils préparent le prochain train. On va retourner cette roue. On l'a mesurée et ce côté-là est plus usé que l'autre. Il y a une différence de 2 mm entre les deux côtés. Donc on va la retourner aujourd'hui. On va retirer le faisceau des freins. C'est Peter qui va retirer les freins. Ils sont en carbone. C'est ça qui stoppe les 4,5 tonnes. Mick va venir avec le chariot élévateur et va lever le bogie. On va retirer le jeu de roue pour le faire tourner. D'accord, reste ici. Fais-les rouler par ici. Tu ne veux pas que ces roues te roulent dessus? D'accord, Mick. Fais-les rouler vers toi. Déplace-les par là, Mick. Oui, c'est bon. Ils font tourner les roues à 180 degrés afin qu'elles s'usent uniformément des deux côtés. Elles doivent être bien calibrées. Une révision est prévue tous les 150 000 km. Puis chaque jeu de roues inspecté est daté et raccordé au bogie. Chaque jour, on fait 3 ou 4 wagons à la fois. Le travail est effectué par 2 équipes qui se relaient. C'est beaucoup de travail. On lève le wagon pour faire rouler les bogies ici. On les mesure tous, on les vérifie, on vérifie leur roulement. On procède à un contrôle minutieux. Et selon ce qu'on trouve, si les mesures ne correspondent pas, on retire les vieilles roues et on en prend de nouvelles là-bas au fond et on les fixe. Le bogie est remis sous le wagon pour être réinstallé. Chaque wagon a au moins 8 roues et chaque train est composé de dizaines de wagons. Mais ce travail colossal est nécessaire si on veut se préserver de conséquences dramatiques. Ça pourrait faire une catastrophe. Les roues se déforment très vite. Les wagons déraillent. Et quand on a 60 et que l'avant se détache, ça ne peut pas bien finir. C'est pourquoi notre boulot est important et qu'on aime ce que l'on fait. Le Transcontinental avance bien et arrive à la gare de triage à proximité d'Adélaïde. Si le convoi était grand, il est sur le point de devenir géant. Ici, à Penfield, le train s'arrête
Et on a un stock de containers supplémentaires qui doivent être ajoutés au train. Alors on prend les containers qui arrivent par 5 depuis Melbourne et on les met sur des wagons capables de porter 2 containers, l'un au-dessus de l'autre. Ça donne de la capacité supplémentaire au train. La longueur totale du train ne peut excéder 1,8 km. Donc on doit essayer de maximiser la cargaison sur cette longueur. La longueur des trains est limitée, car le réseau de la Trans-Australian Railway est majoritairement fait d'une voie unique. Deux trains ne peuvent se doubler ou se croiser que si l'un des trains est dans une voie d'évitement. Ces voies d'évitement font 1800 mètres de long. C'est pas nous qui avons inventé l'empilement. Ça existe en Amérique depuis des années. D'autres sociétés le font ici en Australie. Ça augmente la capacité de transport. On n'est pas autorisé à le faire entre Melbourne et ici à cause des tunnels et des ponts. Mais d'ici à Perth, il n'y a rien pour nous empêcher de rouler avec une hauteur de 6,50 m. C'est un boulot dangereux, mais si tu le fais bien et en faisant attention, c'est passionnant. J'aime bien. Chacun de nos engins de chargement ici est capable de lever 45 tonnes. Ces machines nous permettent de déplacer les conteneurs très facilement. Elles sont très polyvalentes, car les têtes peuvent pivoter. En gros, on peut lever des conteneurs avec l'angle qu'on veut. Elle pèse à peu près 50 tonnes. Elle porte 30-35 tonnes à l'avant. Elles font donc rouler environ 75 tonnes à 15 km/h. C'est amplement suffisant quand on soulève un tel poids. Ces chariots élévateurs permettent de rapidement configurer le train en lui ajoutant des conteneurs supplémentaires. Le train va également inclure un wagon-citerne. Le réservoir d'essence derrière moi sera accroché au train pour permettre aux locomotives de faire tout le trajet jusqu'à Perth sans s'arrêter. Ces citernes transportent près de 60 000 litres. À cela s'ajoutent les 8 ou 9 000 litres contenus dans les réservoirs de chaque locomotive à leur départ. C'est une filiale de notre société qui fournit tout le carburant, ainsi que le matériel de pompage qui permet d'alimenter les locomotives depuis les wagons-citernes. C'est contrôlé électroniquement depuis les locomotives et ça fonctionne à l'air comprimé. La SCT a été la première à faire appel à cette méthode pour économiser sur le prix du carburant. Maintenant, la plupart des autres sociétés de fret font de même. Même si ça nous bloque un wagon, c'est plus rentable que d'acheter du gazole tout au long du trajet. De toute façon, il faut payer l'acheminement du carburant. Donc, autant que ce soit nous qui le fassions. Malgré une météo peu favorable, le travail est fini dans les temps. Le train a été réassemblé et a fait le plein en moins de 2 heures. Le transcontinental est prêt à repartir pour affronter le désert jusqu'à Perth. Une nouvelle équipe a pris le relais aux commandes du 6 MP9 et accélère à pleine vitesse. Être aux commandes de quelque chose d'aussi énorme, oui, c'est le pied. C'est pas commun. Vous en connaissez beaucoup, vous, des conducteurs de train comme ça? On traverse aussi des décors somptueux. J'aime bien les gens avec qui on travaille. Quand on passe beaucoup de temps en cabine avec quelqu'un, ça permet de bien le connaître. On a du temps pour réfléchir, surtout pendant les relais de nuit. On fait en sorte de garder nos forces. Alors on essaye de ne pas trop parler. Oui, vraiment beaucoup de temps pour réfléchir. Et à l'arrière, dans le wagon qui nous est réservé, oui, on a plein de temps pour s'organiser, appeler la famille. C'est sans arrêt jusqu'à Perth, alors les équipes doivent se relayer.
On est toujours 4 dans le train qui va de Melbourne à Perth. 2 restent se reposer ici pendant que les 2 autres conduisent. On se relaie toutes les 8 heures. On a des radios pour communiquer avec les conducteurs et un téléphone satellite pour appeler quand il n'y a pas de réseau. Ici, c'est la cuisine. Donc, quand les gars arrivent dans ce wagon, ils déposent leurs affaires ici. Ils ont généralement une boîte en métal qui contient tout ce qu'ils ont pour manger. Donc, on met ça ici et il y a une petite butée pour empêcher la boîte de tomber et de se renverser. Il y a aussi une butée sur la cuisinière pour empêcher les casseroles de valdinguer quand on est en train de cuisiner. Nous sommes beaucoup à aimer préparer des bons petits plats pendant les heures de repos. Et on a un frigo avec un verrou. C'est pour éviter que la porte s'ouvre et que tout tombe alors qu'on passe sur des voies qui secouent. Donc on garde le verrou fermé. Beaucoup ont perdu leurs œufs comme ça, parce que la porte n'était pas verrouillée. Ça, c'est les toilettes. Ce sont des toilettes à aspiration. Ça se bouge parfois et ça pue un peu. C'est pas toujours idéal. Et puis on a la douche. On prend habituellement une douche avant chaque relais. Et là, c'est la première des 5 chambres. Généralement, on utilise seulement les 4 premières, car la 5e est un peu bruyante à cause des raccordements du wagon. Il y a plusieurs types de couchettes. Certaines sont orientées dans ce sens, d'autres dans ce sens. Personnellement, je préfère quand c'est comme ça. Je dors mieux. Et là, on a aussi une armoire où on peut pendre nos vêtements et poser nos affaires. On met nos valises sous le lit. C'est comme à la maison. On passe 6 mois de l'année ici. C'est pas le grand luxe, mais c'est pas mal quand même. Cela nous permet de nous reposer et de manger un bout entre les relais. Il est essentiel que l'équipage soit frais et dispo avant la prochaine étape. Le transcontinental file sur les plaines où il n'y a rien, à part du bétail et des bêtes sauvages. On voit beaucoup de bétail quand on traverse le Nullarbor à cause des ranchs d'élevage qui s'y trouvent. Et généralement, on voit les bêtes à 2 ou 3 km et elles peuvent nous entendre arriver. Les bovins sont un peu plus intelligents que les moutons. Ils s'écartent bien pour se mettre en sécurité. Mais les moutons, eux, ils courent autour des voies. Ils zigzaguent partout autour. Le train ne peut pas réagir à temps si un animal se trouve sur la voie. Il n'est pas possible de faire piler un convoi de 4000 tonnes lancé à 110 km/h. J'aime bien les vaches, mais elles me stressent quand elles sont sur la voie. Et ça se sent quand tu percutes une vache. Et c'est vraiment pas une sensation agréable. Parfois, ça affecte la marche de la locomotive. Ça la fait trembler, ça pourrait même provoquer l'arrêt du train. Le train a franchi les terres agricoles sans accroc. Mais juste après Port Augusta, Darren est forcé de s'arrêter sur la voie d'évitement. La citerne n'envoie pas de carburant à cette locomotive. Les pompes ne fonctionnent pas. Donc là, on est en train de tester ce remplissage en mode pompage rapide. Et on va voir si ça enclenche l'arrivée du carburant avant qu'on ne s'éloigne trop de Port Augusta ou que ça devienne trop dur de trouver du carburant. Les réservoirs sont pleins, mais les pompes qui acheminent le gazole aux locomotives ont cessé de fonctionner. Darren doit donc basculer sur le mode secours. Le système devrait fonctionner normalement et répondre à la demande en gazole de la locomotive. Mais il semble qu'en dépit des signaux envoyés par les locomotives, pour une raison ou une autre, le carburant n'arrive pas. On a momentanément mis en place la pompe rapide pour voir si le moteur fonctionne, et il fonctionne. Donc on va utiliser la pompe rapide pour acheminer le carburant à un débit plus rapide pour ne pas avoir plus de retard. Les conducteurs réussissent à remettre en route le 6 MP9 en à peine quelques minutes. Mais ce n'est pas le moment de baisser la garde.
Ils sont sur le point d'entrer dans un no man's land appelé le Null Arbor. Après Port Augusta, on entre dans les plaines du Null Arbor, où il n'y a pas grand-chose à voir. C'est un territoire très plat. Je crois même que c'est la plus longue ligne droite ferrée du monde. 478 km de ligne droite. Le nom Null Arbor vient du latin nullus arbor, qui signifie aucun arbre. C'est le plus grand ensemble de calcaire d'un seul tenant au monde. La chaleur peut y grimper jusqu'à 50 degrés. Je pense que ça doit être assez déstabilisant pour certains de voyager à travers ce néant. C'est un paysage plat, désolé, monotone, il n'y a rien. Mais c'est justement ce néant qui donne à ce voyage un tel mystère, qui provoque cet étonnement, surtout pour les gens qui viennent de l'étranger. C'est une terre complètement à part qu'ils traversent en train. L'Australie et le Null Arbor sont si arides. 200 000 km² de vide absolu peuvent vite faire relâcher l'attention d'un conducteur de train. Et c'est également terriblement exigeant pour les machines. C'est un climat extrêmement chaud, avec très peu d'ombre. Il peut y avoir pas mal de vent. Il n'y a pas d'arbres, pas de montagnes, ni de grandes étendues d'herbe. Ce sont vraiment des conditions très difficiles pour les locomotives et le matériel roulant. Il est difficile de se faire une idée de ce que les premiers explorateurs ont dû vivre quand il leur a fallu traverser ces terres. Ou même lors de la construction de ce chemin de fer, imaginez les expériences vécues et les conditions de vie. Il y a un siècle, la construction des chemins de fer en plein milieu de nulle part s'est révélée une véritable épopée. On a importé des dromadaires pour aider à la construction du Trans-Australian Railway, entre autres pour le transport de réservoirs d'eau et de gros matériel. Donc, quand le chemin de fer a été terminé, les chameaux ont été relâchés. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a d'immenses troupeaux de chameaux qui errent dans le Null Arbor. Le gouvernement avait donné son accord pour la construction d'un chemin de fer qui partait de Port Augusta et traversait l'Australie occidentale. Les travaux ont débuté en 1912 pour se terminer en octobre 1917, en pleine Première Guerre mondiale. Dans ce contexte, et compte tenu de la distance et de l'isolement de la zone, il n'est pas étonnant qu'il ait fallu autant de temps pour bâtir cette ligne. Deux équipes travaillaient en direction contraire, l'une depuis Kalgoorlie, vers l'est, et l'autre en direction de l'ouest, depuis Port Augusta. Lorsque les deux équipes se sont rencontrées au lieu-dit Old Day, cela a donné des effusions de joie avec de nombreuses fêtes. C'était un pays jeune et ce projet colossal a permis d'aménager plus de 1500 km. La ligne a été ouverte à peine quelques jours après. Les premiers trains à traverser le Null Arbor étaient à vapeur. Il leur fallait donc de nombreux arrêts pour faire le plein de charbon et d'eau. Tout le long de la ligne du Trans-Australian Railway, les points de ravitaillement étaient devenus de vraies villes. Mais depuis l'introduction des locomotives diesel dans les années 1950, elles se sont transformées progressivement en villes fantômes. Le dimanche matin, le 6 MP9 a franchi les 3/4 du Null Arbor. Il est dans les temps pour arriver tard dans la nuit à Perth. Si l'équipe aux commandes de la locomotive profite d'un petit déjeuner, elle est toujours en alerte.
Ouais, la pire crainte d'un conducteur, c'est qu'un train arrivant en sens opposé ne suive pas les instructions des autorités de contrôle. Cela pourrait provoquer une collision frontale. Ça, c'est la feuille de route reçue des contrôleurs ferroviaires. Il est absolument vital de faire exactement ce qui y est indiqué, surtout lors d'un croisement. Si un train ne suit pas scrupuleusement la feuille de route, on court le risque d'une collision frontale. C'est aussi simple que ça. Il faut suivre la feuille. Sinon, ça peut être vraiment dangereux. Il y a de quoi être inquiet. C'est déjà arrivé, je l'ai entendu à la radio une fois. Des gars ont fait un dépassement en entrant dans une section pour laquelle ils n'avaient pas de documents. Il faut toujours être vigilant. Pendant que les conducteurs et les régulateurs au centre de contrôle agissent de concert pour éviter toute collision, à Perth, les équipes travaillent d'arrache-pied pour améliorer la fiabilité du train. On reçoit les jeux de roues par route ou par rail. La première chose que l'on fait, c'est d'enlever les roulements aux extrémités des essieux. Ils seront inspectés à l'atelier. Les roulements de roues sont essentiels pour le fonctionnement de l'essieu. Ce sont les pièces mobiles qui permettent aux roues de tourner et donc au train de se déplacer. Un roulement défectueux pourrait finir par faire dérailler le train. C'est pourquoi on le vérifie minutieusement. Un défaut à l'intérieur des roulements risquerait de bloquer une roue, entraîner un incendie, voire pire. Si on ne l'avait pas vu, eh bien, ça se serait agrandi à cause du frottement du roulement qui tourne. Et cette fissure aurait brisé la pièce à l'intérieur et donc endommagé le roulement. Ça, c'est notre ligne de montage. On a déjà procédé à la première inspection. Ces roulements ont tous été vérifiés. Ils ont été réaffectés. Et maintenant, ils vont être assemblés ici et enduits de graisse. On les entreposera pour être réutilisés par l'atelier d'assemblage des roues. Ce prestataire inspecte et réassemble des milliers de roulements chaque année. La sécurité des trains dépend d'abord de son travail. J'ai vu les conséquences d'un roulement défectueux. C'est quelque chose que je n'aimerais pas revoir, car le coût d'une telle défaillance est très élevé. Les dommages sont énormes. Si le roulement saute et la roue se détache à 110 km/h, elle racle le béton, casse des traverses et peut fendre la voie. Ce serait un accident très grave. Le transcontinental s'extirpe du néant des plaines désertiques. Des arbres apparaissent de ci de là au fur et à mesure que l'on se rapproche de Perth. Mais il reste encore un dernier arrêt. Notre train fait un stop à Kalgoorlie. Un technicien spécialiste de la réfrigération y vérifie tous les moteurs et les éventuelles défaillances. Après l'éprouvant trajet à travers le Null Arbor, le train a besoin d'être inspecté. Norbert, assisté de Rosie, sa petite chienne, vérifie que tout est en place. Puis il conduit le long des wagons réfrigérés pour les contrôler. Et maintenant, je dois passer à ce numéro. 33C, plus 2, donc 1.9, et on met plus 2. Norbert vérifie que les températures de tous les wagons correspondent à sa liste. Il doit confirmer que la chaîne du froid n'a pas été rompue. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Le train est bon, tout va bien. Le train est donc paré pour le sprint final. Après un rapide changement d'équipe, Darren et Anthony prennent les commandes pour les derniers 580 km
à travers la campagne jusqu'à Perth. Ça a été un bon trajet. On a pris un peu de retard dans la région sud, mais j'ai l'impression qu'on l'a rattrapé sur la fin. Et là, ça roule plutôt pas mal. Et on est bien. Malgré un parcours semé d'embûches, le 6 MP9 n'a qu'un quart d'heure de retard. On arrive dans 40 minutes. Je suis un peu crevé. On va essayer de dormir un peu. Comme ça, on sera de nouveau prêt pour retourner à la gare de triage et ressortir le train. Les locomotives ne se reposent pas beaucoup, c'est sûr. Les locomotives seront révisées et ressorties. 4 fois par semaine, un immense convoi chargé des matières premières nécessaires à la vie de Perth transite sur les rails sans fin du Trans-Australian Railway.